Bienvenue chers apprenants, encore ravi de vous retrouver sur la télévision Futur Média dans votre émission La Salle des Professeurs. Nous vous recevons toujours avec le même plaisir, avec la même générosité, avec aussi le plaisir de partager avec nos chers professeurs qui sont là sur le plateau. Hier, nous avions eu le temps de disserter, de découvrir quelques leçons en résolution de problèmes en maths. Et rassurez-vous, aujourd'hui aussi, le programme sera tout aussi alléchant, n'est-ce pas, docteur Massamba? Oui, bonjour Astou, bonjour à nos invités. Je pense que nous le rappelons, l'objectif c'est que les élèves aient un plaisir qu'ils n'ont jamais, c'est avoir un regard dans la salle des professeurs, voir comment les professeurs délibèrent, comment ils s'échangent des connaissances et profiter de cette situation-là pour rester à la maison. Et comme je le rappelle, le coronavirus, c'est une maladie, n'est qu'une maladie, mais mieux vaut éviter la rue pour éviter le coronavirus. Et éviter la rue, c'est rester suivre ce cours-là. Voilà, rester à la maison et venir partager avec nous la salle des professeurs. Aujourd'hui encore, vous en aurez des moments de partage. Nous allons philosopher et aussi avoir quelques équations, mais aussi des résolutions de problèmes. Et ils sont là, bien présents, les professeurs très généreux pour partager avec vous. Et juste à côté du docteur Massamba, nous avons le professeur Badara Ndiaye, c'est bien ça, oui. Professeur de philosophie. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la télévision Futur Média et aussi merci de recevoir les enfants dans la salle des professeurs. Merci, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Juste après professeur Ndiaye, nous avons, plutôt professeur Ndiaye, bien sûr, nous avons aussi un autre Ndiaye sur le plateau. Professeur, merci d'avoir répondu à l'invitation de la télévision Futur Média. Merci Assoumène. C'est un grand plaisir pour moi de partager avec vous ce plateau-là. N'est-ce pas? C'est une occasion de vivre cette passion, n'est-ce pas, ce sacerdoce qu'est l'enseignement. Et dans ce contexte de coronavirus, c'est vraiment l'occasion de vous remercier. Donc à travers le docteur Massamba et vous-même, je remercie la TFM, n'est-ce pas, d'avoir eu l'idée de créer cette émission si pertinente. Et ça va aider vraiment, ça va aider les élèves à rester dans le bain, à ne pas désapprendre. Et ça va les encourager. C'est vraiment une excellente chose. Et avec vous, aujourd'hui, nous allons voir une grande équation, les équations. Ouais. on va essayer de résoudre les équations. D'accord, on va essayer. J'espère que nous allons y arriver, chers petits. Donc, restez là. Ce sera des moments de découverte, de partage, d'échange, de discussion avec mes deux professeurs Ndiayen et aussi M. Sek, le maître des classes de CM2. Il est là, bien installé. Il est inspecteur, mais aussi formateur. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Assoumène. Donc, aujourd'hui, c'est juste attendre que vous me donniez le signal pour que je m'y mette. Le signal est donné alors, professeur. Remercie toujours professeur Massamba. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons peut-être voir une correction, la correction des exercices d'hier, ou bien peut-être commencer avec un autre problème pour la leçon du jour. C'est la correction. Oui, d'abord. Parce que hier, vous vous rappelez, on avait démarré par ça. Et il s'agissait de transformer un schéma en énoncé. C'est-à-dire de le transformer en problème, pour parler comme vous, chers enfants. Donc, je pense que vous avez tous eu à réussir et vous pourrez, avec maman, pour voir qui a trouvé et qui a faussé. Donc, ça, c'est un énoncé possible. Pour que vous ne vous dites pas, bon, il a faussé ou elle a faussé. Donc, doucement, en attendant. Donc là, on peut avoir comme énoncé possible, pour acheter un ballon de football, 3 amis, Ali, Aziz et Jean-Louis, cotisent ainsi. Jean-Louis donne, ou Jean-Louis verse, 300 francs de plus qu'Aziz, et Aziz verse 500 francs de plus qu'Ali. Trouve la somme donnée ou la somme versée par chacun. Ça, c'est un énoncé possible. Il y a peut-être d'autres enfants qui ont dit, pour se partager 7000 francs, Ali, Aziz et Jean-Louis ont reçu des sommes proportionnelles à leur âge. D'accord? Jean-Louis étant l'aîné, il a reçu 800 francs de plus que Ali. D'accord? Aziz a reçu 500 francs de plus que Ali. Et Ali, 800 francs de moins que Jean-Louis. Calculez la somme de chacun. Ou bien, 3 jardiniers aux revenus différents veulent rassembler une somme qui s'élève à 7000 francs. D'accord? Et le reste, ça ne change pas.
Donc je pense que vous êtes en train de vous congratuler chez vous et que vous avez bien trouvé. Donc voilà, faites la première correction. Et exercez-vous comme ça encore à la maison. Cela vous permettra, quand vous serez devant un problème, vous n'aurez plus à parcourir des règles car vous aurez compris en fait le cheminement du raisonnement mathématique. Professeur, quels sont les éléments qui facilitent la résolution de ce genre de problème? Les éléments, c'est de comprendre le croquis. Et là, ils y sont au moment où nous parlons. Il y a des classes qui ont déjà fait ça. Il y a d'autres, si vous voulez, qui ne sont pas arrivés encore là. Et j'en doute s'il y en a actuellement sur le terrain. Donc, le fait de voir comme ça, c'est très clair. Vous avez Ali, Aziz et Jean-Louis. D'accord? Donc, là, c'est matérialisé 500 francs. 500 francs. Donc, l'élève, en lisant ça, il peut tout de suite produire un énoncé. Mais l'énoncé à produire peut varier. Soit c'est pour acheter un ballon, ou bien il se cotise, ou bien il rassemble du sol. Et rassurez-vous, je suis sûr qu'ils ont trouvé. J'espère bien. Je vais aucun doute là-dessus. Et je pense qu'avec le retour, oui. on verra que beaucoup d'enfants du niveau de CM2 ont trouvé. Je pense aussi qu'ils ont la possibilité de partager avec l'équipe digitale les résultats, partager avec les internautes ou bien les téléspectateurs de la télévision Futurs Médias. Peut-être que nous aurons l'occasion de découvrir cette belle réussite ou bien ces belles réussites. C'est ça. Donc maintenant, nous passons avec la régie, si vous voulez, au problème qui avait été donné en fin d'émission hier, pour aussi passer à la correction. La correction. Comme ça, je suis sûr que là aussi, dans les maisons, c'est en train de bouillonner. Et comme l'a dit tout à l'heure le professeur, le virus vous empêche de sortir, mais pas de travail. La TFM va vous retenir de façon ludique et agréable avec les professeurs que nous sommes, pour pouvoir en fait vous retenir de façon utile. Voilà donc la classe de CM2, exercice, tableau de données, facture à lire horizontalement, comme vous l'aviez l'autre jour. Donc là, qu'est-ce qu'il s'agissait? Il s'agit tout simplement, en observant cette facture, de trouver un énoncé qui peut traduire ce problème. Tout à l'heure, c'était transformer ce schéma-là en énoncé, mais maintenant, il s'agit de transformer ce tableau-là en énoncé. On peut aller voir l'énoncé. Et tout se passe dans la salle des professeurs de la télévision Futurs Médias. Du côté de la réalisation, peut-être ils vont nous présenter l'énoncé afin de permettre aux élèves de tout découvrir. L'élève envoie ainsi quantité 8, vous avez 2 de mathématiques, vous avez 3900, prix total, il n'y a rien. Vous avez paquet de 32, gomme, prix 6400. Vous avez remise, achat total, transport, dépenses effectuées. Et maintenant, en faisant une lecture comme ça, l'élève peut rapidement faire l'énoncé. Et je suis sûr qu'ils ont trouvé. Et voilà donc un énoncé possible. D'accord? La coopérative d'une classe va acheter 8 livres. Ou bien aussi, papa va acheter 8 livres. D'accord? Ou votre classe peut acheter 8 livres, veut acheter 8 livres de mathématiques à 300 francs l'un. Et un paquet de 32 gommes pour 6400 francs. Elle paie 1000 francs au taxi pour le transport. Le libraire lui accorde à la coopérative une remise de 2%. Calcule le prix des livres. Quel est le prix de revient des marchandises? Quel est le montant de la remise? Et enfin, quelle est la somme effectivement dépensée par la coopérative? Bravo, vous qui êtes à la maison et qui avez bien trouvé. Et à partir de ce moment, l'élève qui sait faire ça a déjà résolu le problème à 90%. Ce qui restera, peut-être, on peut faire, comme j'ai dit l'autre fois, quand on demande à un enfant, Monsieur Abdurrahman ou Monsieur Ndiaye achète une montre à 6 000 francs. Il la revend à 5 000 francs. Que peut-on calculer? L'enfant qui répond tout de suite une perte a déjà résolu le problème. Maintenant, c'est une autre chose, en faisant 6 000 moins 1 000, de trouver 5 000 ou de trouver 4 000. Là, pour la remédiation, ce sera au niveau de la numération. Mais quand nous sommes dans la résolution pure et dure, ce qui importe, c'est que l'enfant puisse comprendre comment fonctionne la résolution du problème. Et donc, voilà le deuxième corrigé par rapport à ce qui a été donné
hier. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est toujours comme on l'a fait l'autre jour, on va encore vous laisser quelque chose. Et maintenant, qu'est-ce qu'il s'agira de faire? On va mettre des données, d'accord? On va mettre des données, et à partir des données, vous allez construire un énoncé. D'accord? C'est ce que nous allons faire rapidement. Ça se complique, là. Oui. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais bon, je sais qu'ils vont relever le défi. Ils vont y arriver, Inch'Allah, avec le soutien de papa, maman. On va les guider. Je crois que dans la salle des profs, il y a des professeurs de lettres qui vont aller au fond de la classe. On va les éviter guider. d'être interrogés. Donc, on va mettre transformer des données en énoncé. Entre parenthèses, poser les questions. Voilà. Donc, je mets cette lampe. Je mets 4 prises de courant. 4 prises de courant. D'accord? Vous écrivez en même temps que moi, parce qu'après je vais effacer. Je mets compteur. Donc prenez bien note. Je mets compteur, ou bien pour vous faciliter, je vais vous d'abord mettre ici 3500 francs. D'accord? Et ici 2800 francs. D'accord? Là, je vais mettre compteur de la Sénélec. Et là, je vous aide un peu. Je mets loué. D'accord? Et là, je mets main d'œuvre. 2/3 du prix du matériel. 2/3 du prix du matériel. D'accord? Donc vous allez transformer ces données-là. Je vais faire comme ça. Et comme le dit toujours le professeur, nous sommes au CM2. Pour vous permettre de mieux préparer l'examen. Vous avez déjà écrit. On va encore relire, le temps de vous laisser 2 petites minutes pour pouvoir transformer cela. 7 lampes, 4 prises. Et ces 3500-là peuvent vous guider, si vous connaissez bien votre table de multiplication, pour savoir ici que ce ne sont pas les 7 lampes, mais nous sommes... Voilà. Là aussi, 2800 par rapport à 4, la divisibilité permettra de savoir combien de prises ont été achetées. Si la table de multiplication est bien sûre. D'accord? Donc là, il ne s'agira pas de dire... Combien de prises, professeur, ou bien le prix... Non, ça j'ai vraiment mis 4 prises de courant. D'accord. Maintenant, en construisant l'énoncé, l'élève pourra dire, en voulant installer, je vais guider un peu, hein. Juste donner quelques orientations. Sa chambre, en voulant installer sa chambre, tel a fait tel. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ressortir ici le prix d'une lampe et ici le prix d'une prise. Parce qu'avec la divisibilité, vous le savez, si la table de multiplication est bien sûre, je suis sûr que vous y arriverez. Donc, compteur loué, 18 000 francs. D'accord? Main d'œuvre, 2/3 du prix du matériel. Maintenant, Du matériel? Oui, du matériel acheté. D'accord, du matériel acheté. Oui, mais à ce rythme, Assemben va finalement résoudre le problème. Non, finalement, Voilà. donc je vais me taire. Je voulais juste aider les petits qui sont à la maison, Voilà. mais bon, finalement, je vais me taire. Donc, c'est ce qui est fait. Et comme astuce, puisque nous n'allons peut-être pas aborder les leçons, de demander aux parents, et les élèves peut-être vont me taper dessus, quand vous demandez à votre enfant de réciter la leçon, dites-lui de vous donner son cahier de leçon et d'aller écrire la leçon sans regarder le cahier. Au lieu de vous mettre devant le parent à réciter, mais demandez à l'élève, tu veux réciter? D'accord. La leçon est sûre? D'accord. Allez, va prendre un stylo et une feuille, écris la leçon. C'est une bonne méthode pour Et là, fixer. tu gagnes en lecture, en mémorisation, en orthographe et en vocabulaire.
Voilà. Donc, fini la récitation des leçons. On ne récite plus les leçons. Donc, c'est sur papier. D'accord. Donc, c'est l'exercice du jour, professeur Seck, pour les enfants qui sont en classe de CM2. Mais ceux qui sont aussi en classe de CM1 peuvent essayer. Pourquoi pas? Ou bien ils n'ont pas les aptitudes. Les bons élèves de CM1 aussi peuvent très bien faire cela. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'étape. On n'est plus dans la classe uniquement. Donc, c'est presque le même programme à quelques leçons près entre le CM1 et le CM2. Et quand nous aurons, Inch'Allah, corrigé cela, on pourra maintenant passer peut-être au niveau de la production d'écrits et des fautes récurrentes au niveau des types de textes, pour que quand on leur donne un portrait, quels sont les éléments à convoquer pour mieux écrire. D'accord. Merci beaucoup. Docteur Massamba, je pense que Non, les enfants, ils ont de la matière ce soir, ou bien ce matin. Il m'a donné des indices, maintenant je connais les codes. Dès qu'il a parlé de multiplication, voilà. Donc, mais je ne vais pas en dire plus. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, professeur Dame Seck. Rappelez qu'il est formateur, il est aussi inspecteur de l'éducation élémentaire. Juste préciser que vous avez la possibilité de retrouver ces problèmes, de retrouver ces résolutions de problèmes sur le site igfm.sn et aussi avec nos services qui s'occupent de tout ce qui est digital. La salle des profs. Voilà, aussi la salle des profs. Donc, je pense que les enfants, vous avez de la matière, vous en avez, je pense, pour 24 heures. Alors, allez-y à fond et nous attendons des succès, les réussites que nous allons partager avec les téléspectateurs. Et nous restons avec les mathématiques. Nous avons commencé avec M. Seck. Maintenant, nous allons donner la parole à professeur Ndiaye. Cher Salah Ndiaye, c'est bien ça? Oui, c'est bien professeur ça. de mathématiques, mais aussi écrivain. Nous allons découvrir son livre peut-être avant la fin de cette émission. Et avec lui, nous allons voir tout ce qui est équation. Les équations, une grande équation. Mais bon, ce soir, nous avons essayé. On va essayer de parler de ces équations-là. D'accord. Et on va entamer le sujet en utilisant un petit problème. Donc ici, le problème, c'est ça. Si on ajoute 2 au double d'un nombre, bon, là c'est au double d'un nombre, on trouve le même nombre diminué de 5. Alors là, nous avons ici un petit problème. Alors, à partir de ce problème-là, on peut trouver ce qu'on appelle une égalité. Et cette égalité-là, ce ne sera rien d'autre que ceci. D'abord, il faut choisir ce nombre-là, soit x ce nombre. Donc, le choix de ce nombre d'abord. Et ensuite, après avoir choisi ce nombre, on va essayer de traduire cette formulation-là de façon mathématique. Donc, on aura ici x, ce nombre-là, plus 2. Donc, on ajoute 2 à ce nombre et on va trouver d'abord le double de ce nombre. Donc, c'est 2x. On ajoute 2 au double de ce nombre et on va trouver le même nombre qui sera diminué de 5. Donc, vous voyez là que nous avons une égalité. Cette égalité-là, c'est ça l'équation. Donc, ici, on devrait commencer d'abord par l'équation avant de venir aux inéquations. Alors, donc, pour définir l'équation, je crois que si on peut projeter la définition là, on peut tout simplement dire que l'équation, c'est une égalité dans laquelle il y a une inconnue. Et que le fait de trouver cette inconnue-là revient à résoudre l'équation. Donc ici, il faut comprendre que dans une équation, nous avons 2 parties. Ces 2 parties-là, ce sont les 2 membres de cette équation-là. Alors, cette première partie, c'est le premier membre et l'autre partie, c'est le deuxième membre. Et pour résoudre une équation, il faudra connaître un certain nombre de règles. Par exemple, il faut savoir que si vous ajoutez ou bien vous retranchez un même nombre aux 2 membres de l'égalité, vous ne changez pas l'égalité. Ça, c'est une règle très, très importante. Il faut savoir également que si vous multipliez ou bien vous divisez les 2 membres de l'égalité par le même nombre, vous ne changez pas l'égalité. Il faut savoir également que si vous transposez un nombre d'un membre vers un autre membre de l'égalité, là aussi, le nombre va changer de signe. Donc, on va utiliser
ces règles-là pour résoudre les équations. Donc, je vais essayer de résoudre quelques équations en guise d'exemple. On va partir donc du plus simple au plus compliqué. Par exemple, si vous avez cette équation-là, 3x plus 3 égale à 2x moins 1. Ici, l'inconnu, nous avons une égalité, c'est une équation. Ici, l'inconnu, c'est x. On va essayer de trouver x. Alors, ce qu'il faut faire, il faut transposer le 2x vers l'autre membre. Donc, on aura ici 3x. J'avais dit tout à l'heure que si le 2x vient, ça va devenir moins 2x égal. Et là, vous aurez ici moins 1 qui va rester. Si vous transposez le plus 3 vers l'autre membre, ça va devenir moins 3. Donc, ici, vous aurez 3x moins 2x, ça va vous donner x. Et là, vous aurez moins 1 moins 3, ça va vous donner moins 4. Et il faut toujours donner l'ensemble S des solutions de l'équation. Ce sera donc S égale au singleton moins 4. Donc ça, c'est un exemple très simple. On peut utiliser d'autres exemples beaucoup plus compliqués, mais toujours, il faut comprendre la méthode, c'est-à-dire comment résoudre l'équation. Alors, on peut par exemple avoir une sorte de mise en équation. Si on vous dit par exemple déterminer 3 nombres consécutifs dont la somme donne 30. Donc ça, c'est un exemple de problème de mise en équation. Ici, la première chose à faire, c'est de trouver l'inconnu, de choisir l'inconnu. Donc, on choisit l'inconnu en disant, l'inconnu, ça peut être une lettre, ça peut être X, Y, A, B, C, etc. Donc, on dit par exemple, soit X, le premier nombre, parce qu'ici, on demande de choisir 3 nombres consécutifs. Donc, X sera le premier nombre. Si nous déterminons X, on va essayer de trouver les 2 autres nombres. Donc, soit X, le premier nombre. Alors, le premier nombre, si c'est X, le nombre suivant, ce sera X plus 1. Le nombre qui va suivre X plus 1, ce sera également X plus 2. Donc, après avoir choisi l'inconnu, on va essayer de faire ce qu'on appelle la mise en équation. Donc, on va poser l'égalité. Et pour poser l'égalité, il faudra déterminer ces 3 nombres consécutifs-là connaissant le premier nombre. Donc, on aura X plus 1 et X plus 2. Donc, voilà les 3 nombres consécutifs. Et si on fait la somme de ces 3 nombres consécutifs-là, on va trouver 30. Donc, automatiquement, on va poser l'égalité. X plus 1 plus X plus 2 égale à 30. Et là, on va essayer tout simplement d'enlever les parenthèses, de faire la somme, ce qui va nous donner X plus 1 plus X plus 2 égale à 30. Et là, nous aurons X plus X plus X, ça va donner 3X. Donc, on aura ici 3X. Et là, vous aurez 1 plus 2, ce qui va nous donner 3. Donc, plus 3 égale à 30. On va essayer de transposer le 3 vers l'autre membre. Parce qu'on avait dit que si on transpose, le signe va changer. Et ça va devenir négatif. Nous aurons 3x égale à 30 moins 3. Et 30 moins 3 égale 27. Ce qui fait que donc 3x égale 27, x égale 27 sur 3. Et 27 sur 3, c'est égal à 9. Et donc ici, S, ce sera 9. Mais on va vérifier. On va vérifier. Si vous avez par exemple 9, ce qui va suivre 9, c'est quoi? C'est 10. Et ce qui va suivre 10, c'est 11. Et si vous faites la somme, vous avez 30. Magnifique. Et donc ça, c'est la vérification. Je refais le BFM cette année. Non, je refais le BFM Avec cette plaisir, année. ça avait l'air tellement compliqué au début. Mais là, bon, avec la mise en équation, donc, on arrive à résoudre les problèmes les plus compliqués.
Donc ça, c'est très important parce que l'élève doit savoir mettre des situations en équation. Exactement. À l'examen, on lui donne des problèmes. Des fois, il a des difficultés pour mettre ça en équation. Donc, il faut d'abord choisir l'inconnu et mettre l'égalité, poser l'égalité et résoudre cette égalité-là. Est-ce que souvent, ce n'est pas le choix de l'inconnu qui pose problème? Effectivement, c'est ça. C'est pourquoi il faut bien choisir l'inconnu, parce que si vous ne choisissez pas bien l'inconnu, vous allez fausser tout le problème. Donc, il faut bien choisir l'inconnu. D'accord. Et c'est destiné aux élèves qui sont en classe de 3e? En classe de 3e. Alors, donc ça, c'est un exemple. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais essayer de passer à l'essentiel tout simplement. Donc, des fois, il vous arrive d'avoir des équations sous la forme AX plus B, facteur de CX plus D, égale à 0. Ici, nous avons un produit. Et dans un produit, pour que le produit soit égal à 0, il faut que l'un des facteurs soit égal à 0, au moins. Donc ça veut dire qu'ici, nous avons AX plus B égale à 0, ou bien CX plus D est égal à 0. Donc pour donner un exemple concret, on peut prendre par exemple 2x plus 1, facteur de 3x moins 2 est égal à 0. On nous demande de résoudre par exemple cette équation. La première chose à faire, c'est de dire 2x plus 1 est égal à 0, ou bien 3x moins 2 est égal à 0. Et là, vous avez 2x qui est égal à moins 1. 2x égale moins 1. Et là, ou bien 3x est égal à 2. Et donc, vous aurez ici x égale moins 1 demi. Et là, x égale 2 sur 3. Parce que si vous avez ax égale b, x égale b sur a. Donc, ici, vous aurez l'ensemble S des solutions, ce sera égal à moins 1 demi et 2 tiers. Donc, il faut toujours mettre l'ensemble S des solutions. Parce qu'on peut résoudre une équation sans mettre l'ensemble des solutions. Et donc là, la résolution n'est pas complète. Il faut impérativement mettre l'ensemble S des solutions. Donc c'est sous forme de résultat final, en fait, sous forme de résultat final. Et en général, le correcteur, comme il a beaucoup de copies, en général, il ne regarde que le résultat final. Il y a des professeurs qui regardent la démarche, mais souvent, c'est le résultat final. Mettre le résultat final et l'encadrer. L'encadrer. Ça aussi, c'est très important. Voilà. Finalement, donc, professeur Massamba... Voilà. Mais finalement, tout est question de clarté dans la démarche. D'organisation et de méthode. Et d'organisation et de méthode. Voilà, ça c'est un bureau. Il nous arrive parfois d'avoir des situations où on doit d'abord factoriser pour avoir le produit et résoudre l'équation. Par exemple, on peut avoir 9x au carré moins 4 plus ici 3x plus 2, facteur de x moins 1, on vous dit égal à 0. Et donc là, il faudra penser aux identités remarquables. Ici, vous avez une identité remarquable qui est sous la forme a au carré moins b au carré, ce qui est égal à a plus b, facteur de a moins b. Donc, il faudra transformer ça, essayer de trouver le facteur commun. 9x au carré moins 4, tout le monde sait que c'est 3x au carré moins 2 au carré. Et là, plus 3x plus 2, facteur de x moins 1 est égal à 0. Donc, là, on peut aussi factoriser ça. Ce sera 3x plus 2, facteur de 3x moins 2, plus 3x plus 2, facteur de x moins 1, est égal à 0. Et ici, nous avons le facteur commun. Le facteur commun, c'est 3x plus 2. Et si on prend ce facteur commun-là, nous aurons 3x plus 2, facteur 2. On va prendre ce qui reste ici et ce qui reste là. Ici, il va nous rester 3x moins 2. Donc, on prend 3x moins 2. Et là, il va nous rester x moins 1. Donc, plus x moins 1 est égal à 0. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons un produit. Donc, ça va nous donner 3x plus 2. Facteur de 3x plus x, ça fait 4x. Et moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Est égal à 0. Et là, nous avons un produit. Et on dit que le produit est nul si l'un de ces facteurs est égal à 0. Donc, ça va nous donner 3x
plus 2 égale à 0, ou bien 4x moins 3 est égal à 0. Et là, on va déterminer le x ici. 3x est égal à moins 2. Et là, nous avons aussi 4x est égal à 3. Et ici, vous avez x égale 2 tiers. Et là, x égale 3 quarts. Et donc, l'ensemble des solutions S, ce sera 2 tiers et 3 quarts. Donc, parfois, vous pouvez avoir des situations où vous devez factoriser. Donc, il faut penser à la factorisation et vous aurez un produit pour trouver maintenant l'ensemble des solutions. Donc, peut-être juste une question, mais cette fois-ci, c'est la littéraire qui parle. En haut, on avait moins 2, mais à x égale à 2 tiers, le moins, il saute, apparemment. Non, là, nous avons 3x plus 2. Facteur juste de 4. Là, 3x plus 2, quand vous avez transposé le 2, ça a fait moins 2. 3x égale moins 2. Après, nous avons eu x égale à 2 tiers et non moins 2 tiers. Non, c'est moins 2 tiers. Ah, très bien. C'est moins 2 tiers. Donc. C'est moins 2 tiers. Ah, tant mieux alors. C'est pas 2 tiers, c'est moins 2 tiers. Alors. Parce que si vous transposez le 2, ça devient moins 2. Ça devient moins. C'est là où c'est positif. D'accord. Elle a retenu la première leçon. C'est bien. C'est bien. Bien. Donc, et ça m'amène à quelque chose à dire aux élèves. La vérification et la relecture. Il faut tout simplement comprendre qu'au niveau de l'inéquation, nous avons une inégalité. Là-bas, c'était une égalité et là, on parle d'inégalité. Donc, une question. Équation, égalité. Égalité commence par E, équation commence par E. Voilà. Inéquation, inégalité. Donc, inéquation commence par 1, inégalité commence par 1. Voilà. Ça vous servir de repère aux élèves. C'est ça. L'équation, c'est ça. Bon, par exemple, on a par exemple une équation de la forme 2x plus 1 supérieur à 0. Alors, ici, au niveau de l'inéquation, il faut retenir quelque chose de très important. Si nous multiplions les deux membres de l'inégalité par un nombre négatif, l'inégalité va changer. Si c'était supérieur, parce que ça c'est supérieur, si on avait multiplié par exemple ici par moins 1, et là aussi par moins 1, on n'aura plus supérieur à 0, mais inférieur à 0. Là, vous aurez 0 fois moins 1 qui va donner 0. Là, si vous multipliez moins 1 par 2x, vous aurez moins 2x, moins 1, mais vous n'aurez plus supérieur, mais vous aurez inférieur à 0. Vous aurez un nombre négatif. Parce que tout nombre multiplié par 0 donne 0, n'est-ce pas que c'est ça? Tout nombre multiplié par un nombre négatif change de signe. Bon, c'est la bonne formule. Par exemple, vous savez que 2 est supérieur à 0, c'est positif. Mais si nous multiplions 2 par moins 1, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 2. Moins 2 ne sera plus positif. Ça va être inférieur à 0. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Généralement, les élèves font des erreurs sur ça. Donc à chaque fois, il faut retenir que si vous multipliez un nombre par moins 1, les deux membres d'une inégalité par moins 1, l'inégalité change. Bon, je vais donner un exemple qui pose souvent problème aux élèves dans la résolution des inéquations. Par exemple, j'ai choisi 2x moins 1, facteur de x plus 2, supérieur à 0. On nous demande de résoudre, par exemple, cette inéquation-là. Alors, résoudre cette inéquation revient à déterminer l'ensemble des nombres tels que 2x moins 1, facteur de x plus 2 soit supérieur à 0. Donc, c'est un ensemble de nombres qu'il faudra trouver. Alors, la première chose à faire, c'est de savoir quelles sont les valeurs qui annulent ces deux facteurs-là. Par exemple, pour connaître la valeur qui annule 2x moins 1, il faut résoudre tout simplement cette équation-là. Nous avons 2x moins 1 égale 0. Si x est égal à, si 2x égale 1, si x égale 1 sur 2. Et là, nous avons également x plus 2 égale à 0, si x est égal à moins 2. Donc, comme nous connaissons ces deux valeurs-là qui annulent cette inéquation, on va essayer de faire le tableau de signes. Pour faire le tableau, il y a une démarche très simple. Il faut d'abord tracer une droite graduée et placer ces deux points-là, 1,5 et moins 2 sur la droite, en commençant par le nombre le plus petit. Moins 2 est plus petit que 1,5.
Donc, on commence par moins 2, on met ici moins 2. Et là, on met un demi. Après avoir placé ces points-là, on trace deux droites verticales. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, vous allez placer ces deux produits, ces deux facteurs-là. Donc, vous mettez ici 2x moins 1. Et vous tracez comme ça. Vous mettez encore x plus 2 et vous tracez comme ça. Parce qu'en général, il y a des élèves qui ont des problèmes pour faire ce tableau-là. Ils veulent d'abord construire le tableau et mettre à l'intérieur ces facteurs-là et ils peuvent se tromper. Donc, il faut d'abord placer les points, tracer comme je l'ai fait tout à l'heure et mettre les deux facteurs-là. Et là, vous aurez le produit 2x moins 1, facteur de x plus 2, qui sera le produit. Donc, vous aurez le signe du produit ici. Et donc là, vous aurez moins l'infini. Et là, ce sera plus l'infini. Donc, on a construit le tableau. Alors, 2x moins 1 est égal à 0 si x est égal à 1 demi. Donc, ici, on met 0. Et là, vous avez x plus 2 est égal à 0. Si x est égal à moins 2, on met 0 ici. Et maintenant, à droite de 1 demi et à gauche de 1 demi, on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre là-bas? C'est-à-dire là, vous aurez... Bon, ici, 2x moins 1, c'est la forme ax plus b. Donc, ici, on va mettre le signe de a, le signe de 2. Donc, ici, vous aurez le signe de 2. Donc là, il faudra mettre ça ici. Parce que c'est dans la précipitation là que... C'est le temps. Oui, c'est le temps. Donc là, c'est Mao qui met la pression sur tout le monde. Voilà. Donc ici, tout ce qui est à droite de 1 demi, ce sera positif parce que ce sera le signe de 2. Et tout ce qui est à gauche de 1 demi, ce sera négatif. Alors, si vous prenez moins 1 demi, moins 2, x plus 2 est égal à 0, tout ce qui est à droite de moins 2, ce sera positif. Et tout ce qui est à gauche de moins 2, ce sera négatif. Et donc là, vous aurez moins 1 fois moins 1, ça fait plus. Moins fois moins, c'est plus. Et moins fois plus, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Alors, une fois arrivé là, on va regarder au début. Au début, qu'est-ce qu'on cherche? On va avoir un produit qui est supérieur à 0, mais strictement supérieur à 0. Ça veut dire que ces valeurs-là ne feront pas partie de la solution. Ça veut dire que donc l'ensemble S des solutions, ce sera cet intervalle-là compris entre moins 2 jusqu'à moins l'infini, parce que c'est positif ici, et entre 1 demi jusqu'à plus l'infini, parce que c'est positif là. Donc la partie du milieu n'est pas concernée. N'est pas concernée parce que là-bas c'est négatif. Donc on aura S égale, et là, moins l'infini c'est toujours ouvert. N'est-ce pas? Et là, on va ouvrir. On va ouvrir parce que moins 2 n'est pas solution. On a strictement, on n'a pas dit supérieur ou égal. Donc c'est moins 2 exclu. Exclu. Union maintenant, 1 demi. 1 demi également sera exclu. En allant vers plus l'infini, on exclut 1 demi. Et là, on va aller vers plus l'infini. Et donc, voilà l'ensemble S des solutions. Bravo. Merci. Docteur Massamba, vous ne voulez pas aller au tableau? Non, c'est bon. C'est sûr? Voilà, seulement c'est le problème de temps. C'est bon, mais la démarche, elle est claire. Voilà, donc... En fait, moi, je pense qu'ici, c'est une question de logique. C'est des logiques de cohérence à suivre depuis le début. Et l'enchaînement mathématique, ici, voilà, obéit avec ce tableau-là, voilà. On a un enchaînement mathématique, mais ça aboutit à la logique qu'on retrouve ici, que l'élève acquiert déjà à l'école primaire. Ouais. Donc, en général, il y a des élèves qui se trompent toujours sur ce tableau-là. Parce qu'ils veulent d'abord construire le tableau et remplir le tableau. Donc, la meilleure manière, c'est d'abord de placer les nombres et de construire le tableau de manière successive. Au fur et à mesure. Ne pas faire le plafond avant de faire les fondations. Parce qu'une fois que vous avez... Là, il faudra toujours mettre les valeurs. Donc là, il faut mettre les valeurs. Et là, bon, on peut mettre ici x par exemple, l'ensemble des valeurs de x. Là, vous aurez moins l'infini. Et là, vous aurez plus l'infini.
Et donc là, vous aurez le résultat en bas. Et vous avez... En tout cas, merci beaucoup, professeur Ndiaye. Ce fut un plaisir. Okay. Je sais que ça ne doit pas être facile pour les littéraires que nous sommes, mais bon, mais si, clair, ça fait toujours plaisir de recevoir de grands scientifiques, de grands mathématiciens, de partager avec les enfants. Et j'espère qu'ils ont aussi pris bonne note. Peut-être en classe terminale, en maths, qu'est-ce qu'il faut peut-être essentiellement retenir? Peut-être quelle attitude il faut avoir face aux énoncés? Peut-être quelques tuyaux. Bon, il faudra bien lire les énoncés. Ouais, il faudra les lire attentivement parce que souvent, il y a des élèves qui se précipitent. Dès qu'ils voient l'énoncé, ils ne comprennent pas très bien. Ils lisent une seule fois, ils veulent commencer à faire. Donc, il faut lire une fois, relire. Parce que souvent, même le fait de lire pour une première fois, une deuxième fois, ça peut diminuer le stress. Bon, si vous lisez, vous comprenez davantage, et ça va vous aider dans la résolution. Ça permet de reculer pour mieux sauter. Voilà, et il faut toujours commencer par le plus facile. C'est-à-dire, là où vous avez compris, commencez là-bas. Même si c'est le troisième exercice, commencez par ce troisième exercice avant de revenir. Donc, il n'est pas nécessaire de faire du début à la fin, mais de commencer là où on est beaucoup plus à l'aise et d'évoluer, de faire les choses. Ça permet aussi de gagner du temps. Ça permet de gagner du temps. D'accord, merci. Et de ne pas se précipiter comme je suis en train de le faire ici. Non, du tout. C'est le temps qui fait si défaut. on est confronté au problème de temps. Voilà. C'est le temps, c'est l'éternel problème, le temps, parce que nous n'avons que 52 minutes. Mais bon, nous allons essayer de gérer 52 minutes, peut-être après un suivi avec les autres plateformes du groupe Futur Média, que ce soit IGFM ou que ce soit au niveau de la radio. Nous allons faire tout pour que les enfants soient carrément dans le bain. J'espère qu'ils ont pris bonne note avec professeur Damsek et aussi monsieur Badara. Non, monsieur Ndiaye, c'est de l'autre côté. Monsieur Cheikh Sala Ndiaye, professeur de mathématiques. En tout cas, merci beaucoup. Écrivain. Il faut le préciser que voilà, et je pense que nous avons son roman pour que les élèves comprennent que le cloisonnement n'a pas de sens. Si un professeur vous dit vous êtes scientifique, ne vous intéressez pas aux lettres, tournez-lui le dos. Si un professeur vous dit vous êtes littéraire, vous ne vous occupez pas des sciences, tournez-lui le dos. Parce que notre vie est faite de littérature et de sciences. Nous saluons les gens, mais notre démarche, elle est mathématique. On est sur des calculs, on est sur des achats, etc. Donc, à l'école, on a mis toutes ces disciplines ensemble pour qu'elles s'ajoutent, pas pour qu'elles divisent nos élèves. Bien sûr. Pour vous confirmer, je suis prof de maths, mais j'ai également ma licence en sociologie. Très bien. J'ai eu à enseigner la philosophie. J'ai également mon master 2 en gestion des projets. Voilà. Magnifique alors. Donc, il ne faut jamais, parce que pour moi, le savoir n'a pas de limite. Donc il faut toujours se cultiver. Bien sûr. C'est ça qui développe une nation. Nous devons avoir de grands intellectuels pour développer nos pays. L'Afrique a besoin de très grands intellectuels. Et donc il faut toujours approfondir les connaissances. Il ne faut pas se limiter à une seule connaissance. Il faut diversifier les connaissances. Avoir une certaine ouverture d'esprit. Voilà, c'est ça. Docteur Massamba, on dit souvent que xam-xam xawma bokk ci, c'est ça? waaw xam-xam xawma bokk ci, mais les Wolf disent aussi que bala ngay xamadi xaw laa rey. Et si on pense que le savoir ne vaut rien, essayons l'ignorance. ku tayal du am xam-xam. Merci beaucoup docteur Massamba. ñàkk jàng moo yàgg. da lay yóbbu safara ñàkk jàng li tax mu yàgg mooy da lay toroxal ci àdduna nga dee dem safara. Merci beaucoup docteur Massamba. Merci beaucoup aussi de monsieur Ndiaye, professeur de mathématiques. Maintenant, nous allons un peu philosopher, c'est ça, avec monsieur Badara Ndiaye. On va boire un peu. C'est bien possible, hein? Ne vous gênez pas, docteur Massamba. Tiens, allez-y. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Un peu de philosophie dans la classe, dans la salle des professeurs de la télévision Futur Média. Nous allons apprendre un peu à disserter avec la philosophie, n'est-ce pas? C'est ça? Oui, très bien. Très bien. Donc aujourd'hui, on va parler de dissertation philosophique et peut-être dire que, en fait, nos enfants sont gâtés. Parce que c'est la seule salle des profs accessible aux élèves. Alors ils sont gâtés. Donc aujourd'hui, on va parler de dissertation philosophique articulée autour d'un sujet bien choisi. Et donc voilà, et peut-être réitérer nos remerciements de nous avoir associés à cet élan de générosité, de solidarité. Merci beaucoup. D'abord, peut-être une question qui a l'air simple. Qu'est-ce qu'une dissertation en philosophie? Qu'est-ce qu'une dissertation en philosophie? C'est très ouvert, j'imagine. Oui, c'est très ouvert. Mais on a l'habitude de dire que, en fait, disserter, excusez-moi, c'est oser penser.
Disserter, c'est oser penser, c'est dire que donc la dissertation se veut une réflexion autonome et personnelle, une réflexion argumentée, cohérente, une réflexion dynamique. Donc on dit souvent que la dissertation, c'est le lieu privilégié où l'on peut évaluer l'aptitude de l'élève à réfléchir de lui-même. Et souvent, c'est ce qui fait défaut. Parce que souvent, les élèves arrivent en terminale avec des habitudes. Venez en philosophie, la première chose qu'on dit à nos enfants, aux élèves, c'est qu'on n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher. Et que donc, par conséquent, la dissertation philosophique est un exercice de problématisation, c'est un exercice d'argumentation, un exercice de raisonnement, où se trouve posé, examiné et éventuellement résolu un problème philosophique. Donc, si je peux me résumer, la dissertation philosophique a deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est d'abord d'identifier le problème soulevé par le sujet et de le poser clairement. Et je crois que s'il y a une difficulté majeure, c'est l'une des difficultés majeures de la dissertation. C'est-à-dire identifier le problème que pose le sujet. Et le deuxième objectif de la dissertation, c'est de chercher maintenant la solution à ce problème à travers une réflexion personnelle, une réflexion ordonnée et une réflexion progressive. Donc voilà, pour résumer, ce que serait la dissertation philosophique. D'accord. Donc ça demande un travail préalable, j'imagine. Effectivement, la dissertation demande un travail préalable. C'est ce que je dis souvent à mes chers élèves. Souvent, quand on donne des sujets de réflexion, vous avez 3 sujets, 2 dissertations, 1 commentaire. Que font les élèves? Pendant 4 secondes, ils prennent un sujet et puis tac, ils commencent à introduire. Mais je leur dis, mais vous ne pouvez pas introduire sans ce travail préalable. L'élève, en principe, ne doit écrire une seule ligne sur la copie s'il ne sait pas où aboutira la réflexion. Et donc, je vous invite, à travers un sujet bien précis, à parler un peu de ce travail préalable. Donc, M. Ndiaye va venir avec nous au tableau. Désolé. Oui, donc, souvent, vous le savez, quand vous avez une évaluation, surtout au bac, vous avez 2 sujets de dissertation et un sujet de commentaire. Si on choisit, par exemple, un sujet de commentaire qui dit, sujet de réflexion, donc, qui dit 2 points, si quelqu'un pense voir clair en tout, virgule, c'est qu'il a cessé de philosopher. Qu'il a cessé d'exister? Certainement. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est important de lire le sujet, de le lire. Si quelqu'un pense voir clair en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher. Donc, dire que, en fait, le travail préalable à faire, c'est le travail qu'on fait au brouillon. Et sur souvent les 4 heures que dure l'épreuve, on peut lui consacrer entre 1 heure et 1 heure et demie. C'est un travail assez intéressant parce que le travail au brouillon permet un tout petit peu de bien passer à la rédaction. Et donc, la première séquence, c'est d'abord analyser le sujet. Quand vous avez un sujet, il faut le lire et le relire. C'est important. Et se poser des questions du genre, mais que signifie ce terme? Mais que veut dire cette expression? Pourquoi tel adverbe? Quelle thèse est ici sous-entendue? Etc., etc. Donc c'est important d'analyser le sujet, de le décomposer en ses parties. Pour ce sujet précis qui dit « si quelqu'un pense voir clair en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher », c'est important de souligner les mots-clés. Le fait de dire, le fait de penser voir clair en tout. Souvent, les élèves font un peu la confusion entre penser voir clair en tout et voir clair en tout. Celui qui pense voir clair en tout ne voit pas nécessairement clair en tout. C'est important. Donc, penser voir clair en tout, surtout en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher. Donc, c'est important de définir, de donner le sens à ces expressions, de donner sens à ces concepts. Penser voir clair en tout, c'est quelqu'un qui se dit que tout est évident. Quelqu'un qui croit tout savoir, qui se dit que tout est précis, que tout est certain. Et quand quelqu'un se dit que tout est évident, dit-on,
mais il cesse de philosopher, autrement dit, il renonce à philosopher. C'est quelqu'un qui ignore son ignorance, plutôt. Ou bien... Qui ignore son ignorance d'une certaine manière. Oui. D'une certaine manière. Socrate qui dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et d'ailleurs, c'est un problème qui va jaillir à travers ce sujet. Parce que quand quelqu'un cesse de philosopher, il cesse de penser. Et donc, il est important d'analyser le sujet, de définir les mots-clés, parce que souvent, c'est dans l'analyse du sujet que surgit la compréhension de ce sujet. Un élève peut lire un sujet sans le comprendre, mais il suffit de l'analyser pour que jaillisse, d'une certaine manière, la compréhension. Parce que si quelqu'un pense voir clair en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher, mais quelque part, la question qui se pose, c'est mais qu'est-ce que philosopher alors? Pourquoi si quelqu'un pense voir clair en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher? Oui. Et cela nous amène à dire que donc, le philosophe est celui-là qui se trouve entre l'ignorant et le savant. Quelque part, d'une certaine manière. L'ignorant est celui qui ne sait pas et qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Et le savant est celui qui croit tout savoir. Quelque part. Et ces deux extrémités-là nous bloquent dans notre quête du savoir. D'une certaine manière. Et donc, c'est important d'analyser le sujet à travers une première séquence. Ensuite, après cette séquence, vous pensez à ce qu'on appelle l'identification du problème. Parce qu'en philosophie, tout sujet de dissertation pose un problème. Et j'ai l'habitude de dire que c'est dans l'identification du problème que réside la principale difficulté de la dissertation. Très souvent, chers élèves, vous avez un sujet sous forme de question. Ce que vous faites, c'est que vous essayez simplement de répondre à la question posée. Ce qui vous pose problème. Parce qu'on vous donne une question. Ce que vous devez faire, c'est essayer de transformer la question du sujet en un problème philosophique. Parce que finalement, en dissertation, on ne répond pas simplement à une question, mais on résout un problème philosophique. Et donc, il est important, avant de traiter le sujet, mais d'identifier le problème qui se cache à travers ce libellé. Parce que si quelqu'un pense voir clair en tout, mais celui qui pense voir clair en tout, c'est comme s'il renonce à la certitude. Il renonce au savoir. Il renonce à la vérité. Mais comment il cesse de philosopher? C'est quoi alors philosopher? Et donc on voit bien qu'à travers le sujet, la problématique qui se pose, c'est un peu la nature de l'activité philosophique. Autrement dit, la question, qu'est-ce que alors philosopher? Philosopher, est-ce renoncer alors au savoir? Il y a un problème. En philosophie, un problème, c'est ce qui fait l'objet d'un débat. Comment le philosophe, qui est à la quête de la vérité, peut-il renoncer au savoir? Ça fait problème. Et il faut poser le problème dans l'introduction à travers ce qu'on appelle une problématique. Et comme vous le savez, généralement, la problématique peut se faire sous forme de questions dans l'introduction. Pourquoi le philosophe se méfie des certitudes? Pourquoi philosopher, c'est renoncer au savoir? Qu'est-ce que philosopher, etc., etc. Donc, questionner la question elle-même pour avoir une problématique. Donc, première séquence, c'est important d'analyser le sujet. Ensuite, deuxième séquence, identifier le problème et pouvoir le poser clairement, parce que j'ai l'habitude de vous dire, chers élèves, quand le problème est bien posé dans l'introduction, le travail est à moitié fait. Parce que si le problème est bien posé, le problème est à moitié résolu. C'est important. Mais un problème qui est mal posé, mais il est à moitié faussé. Et donc, une fois la problématique est bien dégagée, on passe à cette troisième séquence que j'appelle la mobilisation des connaissances. Il faut, dans le brouillon, chercher les connaissances qui vont alimenter votre réflexion. Et ça peut être des citations, ça peut être des idées, ça peut être des éléments de doctrine, ça peut être des exemples. Par exemple, pour ce sujet qui met le rapport entre philosophie et savoir, ça nous permet de revenir un peu sur l'étymologie du mot philosophie, amour de la sagesse. L'amour se traduisant comme un manque, ce qui fait que la philosophie n'est pas une possession, mais une quête. Vous le savez bien. Vous savez bien aussi que, tout à l'heure, on parlait des mathématiques. Platon avait écrit au fronton de son académie que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et donc, c'est Platon lui-même, disciple de Socrate, qui disait, si l'on est savant, on ne philosophe pas. Parce que son maître, Socrate, disait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, on voit le rapport entre philosophie et savoir. Philosopher, c'est quelque part renoncer d'une certaine manière au savoir, apparemment. C'est prendre un recul par rapport au savoir, c'est interroger le savoir, c'est douter, c'est s'étonner d'une certaine manière. Et donc, chercher toutes les connaissances, toutes les idées, tous les éléments susceptibles d'alimenter votre réflexion. Et souvent, je dis aux élèves, par rapport à ce sujet,
quand le sujet dit que si quelqu'un pense voir clair en tout ce qu'il a cessé de philosopher, la première citation que les élèves peuvent penser, c'est une citation qui est donnée par nos collègues dans nos classes, la citation de Jean Kelevitch, par exemple, qui dit que mais philosopher, c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien n'allait de soi. Parce que quand quelqu'un pense voir clair en tout, il se dit que tout est évident. Alors que philosopher, c'est le contraire. Se comporter à l'égard du monde comme si rien n'était évident. Autrement dit, douter. C'est une remise en question permanente. Très bien, une remise en question permanente. On dit qu'en philosophie, ils le savent, les questions, c'est une citation de Jean Kelevitch qu'ils ont déjà. Les questions sont plus essentielles que les réponses et chaque réponse devient une nouvelle question. Donc, c'est important de passer par cette deuxième séquence. Il y a une troisième séquence. 1, on a analysé le sujet. 2, on a identifié la problématique. Troisième séquence, on a mobilisé les connaissances. Et quatrième séquence, maintenant, on peut construire, bâtir le plan de la dissertation. Souvent, je dis aux élèves, quand vous avez ce genre de sujet avec une thèse et on vous demande qu'en pensez-vous, souvent dans le développement, vous le savez bien, le développement peut être subdivisé en 2 parties. Dans une première partie, validez d'abord la thèse de l'auteur, la thèse du sujet, disons, qui dit que si quelqu'un pense voir clair en tout ce qu'il a cessé de philosopher. Et dans une deuxième partie, qu'on pourrait appeler une phase de discussion, montrer les limites éventuelles de la thèse de l'auteur. Parce que c'est vrai, vous voyez ici que si quelqu'un pense voir clair en tout ce qu'il a cessé de philosopher, mais philosopher alors repose sur le doute, sur la remise en question, sur l'interrogation, sur l'étonnement. Et tu peux amener des limites à cette activité philosophique. Par exemple, sur le doute. Se poser la question pour la discussion, mais à force de vouloir douter de tout, le philosophe ne risque-t-il pas de tomber dans le scepticisme? C'est une manière d'apporter une limite à la thèse du sujet. Donc, voilà souvent comment on traite ce genre de sujet. Donc, voilà un peu ce qu'on pourrait dire en résumé, les quelques éléments du travail préalable. Voilà, et peut-être après le travail préalable, oui. Professeur, il y a la rédaction de la dissertation en tant que telle. Très bien. Donc, c'est au bout d'une heure 30, dans un travail fait au brouillon, que l'élève maintenant peut prendre la copie pour faire une rédaction proprement dite. C'est la même chose en français. C'est en 3 parties, introduction, développement, conclusion. Précisez que l'épreuve, c'est 4 heures. L'épreuve, c'est 4 heures. Quand vous prenez 1 heure, un travail qui est fait au brouillon, maintenant, vous avez 3 heures pour la rédaction proprement dite. Parce qu'il est important de gérer le temps. Souvent, les élèves ont des habitudes, mais souvent, il est important de dire, par exemple, sur les 4 heures que dure l'épreuve, prenez 1 heure, 1h30 pour le travail au brouillon. Parce que c'est un travail essentiel. Donc, une fois ce travail terminé, on passe maintenant à la rédaction de la dissertation. Comme je l'ai dit, il y a une introduction, il y a un développement et une conclusion. Et c'est la même chose, ça ne change pas. Dans l'introduction, on dit souvent, tu amènes le sujet, ça ne change pas, à partir d'une citation, à partir d'un exemple, à partir d'une définition. Donc, il y a 1000 manières d'amener le sujet. Ensuite, deuxième étape, poser le problème, ce qu'on appelle la problématique. Et souvent, généralement, la problématique est présentée, vous le savez bien, sous forme de questions. Et troisième étape dans l'introduction, annoncer le plan. Donc voilà les 3 exigences d'une introduction en dissertation. Et c'est valable en français. Amène le sujet d'abord, poser le problème ensuite, et enfin, annoncer le plan. Le gros du travail ne se ferait-il pas à ce niveau, ou bien? En fait, le gros du travail, moi, je dis qu'il a été déjà fait au niveau... En amont, déjà avec le travail au brouillon. Vous avez sorti des éléments, vous avez des connaissances, il y a des citations, il y a des exemples. Sur, par exemple, la mobilisation des connaissances, tu peux tomber, par exemple, sur la citation de Jean Kelevitch, qui pourrait amener ce sujet. Jean Kelevitch qui dit, mais si quelqu'un pense voir clair en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher. C'est en rapport avec le sujet. Autrement dit, cette citation de Jean Kelevitch répond à la question même du sujet, qui dit que, mais pourquoi si quelqu'un pense voir clair en tout, il cesse de philosopher? Parce que, dit-il, philosopher, mais c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien n'était évident. Donc, passer son temps à tout remettre en question, à éviter d'être certain, à se méfier des certitudes et à cultiver ce qu'on appelle l'incertitude. Parce que les principaux critères de la philosophie, c'est l'interrogation. En philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses, ils le savent. Il y a aussi le doute, parce que c'est une méthode d'accéder à la vérité. Et enfin, l'un des critères, c'est l'incertitude. Le philosophe préfère être incertain
que d'être certain. En philosophie, on se méfie beaucoup des certitudes, notamment les certitudes premières, parce que, comme on dit, la certitude est le signe d'une pensée morte. Donc voilà un peu ce qu'on pourrait dire sur les exigences de l'introduction. Maintenant, la deuxième partie, c'est le développement. Dans le développement aussi, le développement matérialise le cheminement. En fait, dans le développement, le plan, tu dois suivre le plan qui a été annoncé. Très souvent, jamais, vous le savez bien, de développement en une partie. En philosophie, un développement, c'est moins en 2 parties, en 3, généralement, si c'est thèse, antithèse, synthèse, ou en 4 parties, si c'est un sujet analytique. Et donc, pour notre sujet, vous faites 2 parties. Il y a une première partie phase de validation, une deuxième partie phase de discussion. Et c'est important de dire que chaque partie doit être subdivisée en sous-parties qu'on appelle des paragraphes. Et à chaque paragraphe correspond une idée essentielle. C'est important. Et donc, vous retrouvez avec une partie, avec des sous-parties, des paragraphes, et à chaque paragraphe correspond une idée. Et surtout, entre les parties ménagées de courte transition, c'est important, c'est valable aussi pour le français. Et surtout dans le développement, pensez à l'argumentation. Parce qu'un bon candidat, c'est le candidat qui essaie de justifier tout ce qu'il avance. Il faut savoir argumenter, fonder ce que vous dites. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes élèves que, mais dites ce que vous voulez sur la copie. Ce n'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est ce que vous dites, mais comment vous le justifiez. C'est tout ce qui est important. Et enfin, après le développement, tout le monde sait que la conclusion aussi, c'est une partie essentielle. Souvent, les élèves ont tendance à bâcler la conclusion, alors que la conclusion est essentielle. Parce que là, le correcteur prend congé de vous. À travers l'introduction, il entrait en contact avec vous, c'est important, cette première partie. Et dans la conclusion, il prend congé de vous. Et c'est important de laisser une bonne image, une bonne impression. Et donc, dans la conclusion, comme on dit souvent, faire le bilan du développement, premièrement. Deuxièmement, apporter une réponse précise et nette à la question de départ, au problème qui était posé. C'est important de prendre position. Et enfin, comme on dit, l'élève pourrait, s'il le souhaite, s'ouvrir vers de nouvelles perspectives. Donc voilà en résumé quelques conseils liés à la démarche de la dissertation en philosophie. Donc bien gérer les 4 heures d'épreuve. C'est important. Avec une répartition précise pour chaque partie, pour chaque plan. C'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Badara Ndiaye, professeur de philosophie. C'est vrai, nous avons des contraintes de temps terribles. C'est pas, Dr Massamba, c'est pas très évident pour les enseignants, mais bon, nous ferons le maximum pour vous donner le meilleur de ce que nous avons sur le plateau de la télévision Futur Média, le plateau de la salle des profs qui recevait aujourd'hui professeur Badara Ndiaye, professeur de philosophie. Merci pour cette belle leçon. Il y a aussi pourquoi j'ai tendance à dire docteur Chersilla? Peut-être parce que c'est le livre, je ne sais pas trop. Professeur Chersilla, lui aussi, il est professeur. Chersalla Ndiaye, il est aussi professeur de mathématiques et aussi, juste à côté de lui, il y a le formateur, l'inspecteur de l'éducation élémentaire qui était avec nous aussi sur ce plateau de votre émission La Salle des Profs. Ce fut un plaisir de partager avec vous, chers apprenants. Ce fut aussi un plaisir de vous recevoir. Merci pour la générosité, merci pour la disponibilité. Encore merci pour tout. Oui, Dr Massamba. Rappelez juste aux élèves qui nous regardent que beaucoup de professeurs reviendront pour compléter. Ce n'est pas juste un passage, mais aussi remercier tous les professeurs qui appellent. Ils sont très nombreux. Nous avons pris les numéros et nous allons varier les matières. Même les professeurs d'arabe ont appelé, les arabophones. Je vous rassure, les élèves qui s'intéressent à l'anglais, les profs d'espagnol appellent, les profs de portugais appellent, les professeurs de comptabilité ont donné les sujets qu'ils vont venir développer pour ceux qui font économie. Nous n'allons oublier personne. Et si vous exigez, nous amènerons les professeurs de PS ici pour vous faire des démonstrations. Merci beaucoup, Dr Massamba. En tout cas, c'est toujours avec un immense plaisir que nous vous accueillons, chers apprenants, et exceptionnellement dans la salle des professeurs. C'est toujours un plaisir. En tout cas, merci. Juste vous présenter le livre de M. Ndiaye, Chersalla Ndiaye, Les naufragés de la pirogue, que nous aurons peut-être l'occasion de découvrir dans l'émission L'Art. Qui sait, on se donne rendez-vous et peut-être pourquoi pas en faire le livre de la semaine. J'espère que vous avez encore votre livre, en plus des exercices, en plus de ces moments passés dans la salle des profs. Vous prenez le temps de bien noter, de revoir vos notes, mais aussi de déguster quelques pailles. C'est toujours un plaisir de lire parce que lire aussi, c'est nourrir son esprit. Merci, chers apprenants. On se donne rendez-vous à demain et très bon courage. Je vous le dis encore, ensemble, nous allons y arriver. Inch'Allah. Merci.